Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans cette adaptation de mon article Une barre de fer lui traverse le cerveau. Est-ce la solution pour devenir un trader d'exception? Donc c'est un article que j'ai écrit sur le blog il y a quelques temps. Je vous ai envoyé cet email que je vais vous lire avant d'attaquer la lecture de l'article. Si vous n'êtes pas inscrit à mes mailing lists et que vous ne recevez pas donc les informations sur les nouveaux articles, les nouvelles vidéos et toutes les choses qui se passent et que vous ne voyez pas forcément, eh bien allez sur mon site e-devenirtrader.com et inscrivez-vous à la mailing list. Il y a des boutons partout pour s'inscrire, vous inquiétez pas pour ça. Donc j'attaque. Alors, le cerveau est probablement l'écosystème le plus complexe chez l'homme. Cela fait des décennies que les scientifiques planchent sur le sujet de son fonctionnement et des émotions qu'il déclenche. Aujourd'hui, vous allez découvrir une expérience qu'aucun chercheur n'aurait pu mener sans un accident très particulier. Il s'agit d'une barre de fer de 1 mètre qui transperce le cerveau gauche d'un homme. Cet homme a survécu et a même continué de vivre normalement. Pourtant, une chose a complètement changé chez lui, c'est sa personnalité. Nous allons tirer une leçon cruciale de cette mésaventure, à la fois sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi de notre société et des traders d'exception. Vous allez comprendre comment ces traders d'exception manipulent délibérément la chimie de leur cerveau droit pour gagner en bourse. Donc c'est parti pour cet article qui devrait normalement vous faire beaucoup réfléchir si vous investissez en bourse et si vous faites de la spéculation. La semaine dernière, j'entamais une dégustation de spiritueux avec un ami. Et après 2 verres, la conversation a vite bifurqué sur le sujet des émotions humaines. Pourquoi certaines personnalités ont-elles des traits de caractère qui explosent là où d'autres les inhibent? Pourquoi il y a des gens qui ont un sourire collé jusqu'aux oreilles en permanence, tandis que d'autres passent leur temps à aboyer? Et d'ailleurs, pourquoi l'être humain est-il doté d'un arc-en-ciel émotionnel par rapport aux autres espèces vivantes? Et c'est à ce moment précis que la discussion a commencé à devenir captivante. Mon ami commença à me confier l'histoire incroyable de Phineas Gage. Elle se passe en 1848 dans le Vermont. À cette époque, l'industrialisation est forte et Phineas Gage est un jeune contremaître qui travaille à la construction d'une voie ferrée. Ce jour-là, Phineas bourrait un trou d'explosif à l'aide d'une barre de fer de 6 kg. Pendant qu'il terminait cette tâche dangereuse, il tourna la tête un instant pour surveiller ces hommes non loin de là. Et cet instant allait changer sa vie. Ne regardant plus le bout de sa barre de fer, celle-ci érafla à un rocher. Il eut une étincelle, puis boum, l'explosion. En explosant, la charge projeta avec force la barre de 1 mètre dans la tête de Phineas. Elle lui traversa le crâne juste derrière l'œil gauche. Il ne fut ni tué par l'explosion, ni par le projectile. Ces hommes l'installèrent sur un char à bœufs pour vite l'emmener voir un médecin en ville. Pendant le trajet, on raconte que Phineas était resté assis sans perdre connaissance. Il fut même capable de monter les escaliers pour rentrer dans l'hôtel. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ça signifie que le cerveau fonctionne avec des parties qui, entre elles, fonctionnent de manière indépendante. Il a la moitié du cerveau qui est complètement écrabouillé par une barre de fer et il arrive quand même à respirer, à marcher, à monter des marches. C'est assez dingue, hein, cette façon dont fonctionne le cerveau. C'est comme si c'était vraiment plein de petites parties qui fonctionnaient indépendamment les unes des autres. Donc le médecin qui le prit en charge annonça le bilan. Une grande partie du crâne détruite ainsi que la perte d'un œil. Une infection sévère se développa et tout le monde s'attendait à la mort de Phineas. Mais encore une fois, et contre toute attente, il survécut. Malgré cette infection grave, il était de nouveau debout 1 mois après l'accident. Alors voilà, là vous avez maintenant l'histoire de Phineas. Maintenant on va rentrer dans la partie analyse. Dans la vie, nous sommes responsables de 99% de ce qui nous arrive. Les 1% restants sont des accidents dont nous n'avons pas le contrôle. Cet homme venait d'être impacté par cette loi naturelle du chaos. Quand elle frappe, elle redistribue les cartes d'une vie en une fraction de seconde. Au-delà de l'aspect physique, quelque chose avait changé chez cet homme. Son humeur n'était plus la même. C'est comme si sa nouvelle personnalité avait écrasé et supprimé l'ancienne. Cet homme équilibré, efficace et capable était devenu un homme insolent, grossier et qui ne supportait plus les contraintes ni les avis opposés à ses désirs.
Il ne fut pas réengagé dans son ancien métier de conducteur de travaux. D'ailleurs, l'entreprise refusa tout simplement de l'employer, peu importe le poste. Le chaos avait appliqué à Phinéas une nouvelle tête et une nouvelle personnalité. Ce nouveau masque lui interdisait de contenir ses émotions. Il ne pouvait plus jouer le jeu des humains. Il n'était plus capable de s'adapter aux interactions sociales. Était-il possédé? Avait-il développé une maladie mentale? Je vous pose la question. Alors, pour la petite info, moi je fais partie de ces gens qui pensent que nous sommes des âmes qui incarnons des corps, qu'il y a une espèce de main invisible qui nous impose de vivre 100 ans, peut-être 150 ans, peut-être 200 ans. Mais c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Une nouvelle génération arrive avec des nouvelles idées, des nouvelles valeurs. Elles mettent ça en place pendant toute la durée de leur vie. Elles maintiennent très fortement ces valeurs en place pour éviter de se retrouver éjectés dans des situations d'insécurité. Et c'est pour ça qu'il y a des cycles de vie sur l'homme et que l'homme ne vit pas 1000 ans, 2000 ans, de manière à ce qu'on ait une évolution qui soit rapide, qu'on ait ce phénomène de destruction créatrice avec à chaque fois une nouvelle génération qui reprend les idées des anciens, qui les développe et les améliore, ce qui crée de l'innovation. Et quand les anciens disparaissent, eh bien, les nouveaux peuvent mettre ça en application, les nouveaux deviennent des anciens, etc. C'est les cycles de destruction créatrice. Et nous, on arrive sur cette terre, on a déjà plus ou moins une énergie, une âme, une personnalité. Voilà, les cartes sont déjà distribuées à notre naissance. Donc nous naissons avec une personnalité qui est bien définie et ce sont nos expériences de vie qui vont amplifier ou anesthésier avec plus ou moins d'intensité notre personnalité. Mais là, c'est comme si cette barre de fer avait littéralement tué une partie de la personnalité de Phinéas. À votre avis, que s'est-il passé? Je vais vous donner maintenant mon interprétation de la situation. Alors, la personnalité n'est qu'une somme de réactions à court terme qui sont équilibrées par notre vision à long terme. Nous sommes habitués à utiliser une multitude de masques sur nos visages. La vie nous apprend à changer habilement de masque pour nous adapter au mieux aux différentes situations du quotidien. Cela dans le but de maintenir une harmonie entre nos actes à court terme et nos objectifs à long terme. Pour cela, nous sommes la plupart du temps obligés de nous adonner à de petits mensonges ou de petits compromis qui nous rendent sociables. Pourquoi ? Car si une émotion forte à court terme n'est pas gérée, les conséquences peuvent être néfastes pour nous à long terme. Par exemple, quand un automobiliste nous fait une queue de poisson après une journée de travail éreintante, nous avons des envies de meurtre. Cependant, si nous perdons cette vision long terme, c'est-à-dire celle qui nous empêche de déverser toute notre rage à court terme, eh bien nous finissons en prison. C'est un peu comme si le cerveau gauche de Phinéas représentait toute sa vision long terme et que celle-ci avait été détruite. Du coup, il n'a plus de filtre, il est plus équilibré dans ce qu'il dit par les conséquences de ce que cela pourra engendrer à long terme. Donc ce rescapé était condamné à vivre dans ses émotions instantanées, celles du cerveau droit, sans que celle-ci ne soit régulée par une instance supérieure, c'est-à-dire celle du cerveau gauche à long terme. Notre société est-elle en train de nous enfourner des barres de fer dans le cerveau gauche, c'est-à-dire la partie long terme? Vous allez voir, c'est vraiment dingue. On a l'impression vraiment que la société est en train de nous transformer en une multitude de petits Phineas Gage. Vous allez voir. Donc, cette petite anecdote n'est pas sans nous rappeler la société dans laquelle nous évoluons actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle valorise et gratifie les comportements à court terme. L'État s'occupe à notre place de tout ce qui est long terme. C'est-à-dire qu'il nous construit notre destin, mais à son image à lui. Et pour cela, il s'occupe de notre sécurité, du plein emploi, des retraites, de l'éducation de nos enfants. En gros, l'État prend soin de notre cerveau gauche à notre place. Et du coup, on n'a plus besoin de penser sur le long terme. C'est l'État qui le fait pour nous. Et effectivement, quand on anesthésie subtilement le cerveau gauche d'un peuple, donc sa partie long terme, ce dernier peut s'émanciper dans de la gratification à court terme. Et c'est exactement dans le modèle de société dans lequel on est en train d'évoluer actuellement. On ressemble à des petits Phinéas. Donc, un bon spéculateur, lui, par opposition, est-ce qu'il doit s'enfourner une barre de fer dans le cerveau droit, c'est-à-dire dans la partie court terme, pour ne pas être victime de toutes ces émotions qui l'amènent à faire des bêtises?
Donc si on part du postulat que le cerveau gauche drive notre vision long terme des événements et que par opposition le cerveau droit drive tout ce qui est vision court terme, eh bien ça signifie qu'un bon spéculateur doit trouver un moyen, il se débrouille mais doit trouver un moyen d'anesthésier au maximum son cerveau droit. Alors vous avez la possibilité de la barre de fer si vous voulez, on va voir qu'il y a d'autres solutions. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'une opération boursière isolée parmi 1000, eh bien c'est du court terme. Si vous avez une vision à un trade, vous faites du court terme. Si vous avez une vision à 1000 trades, vous avez une vision méta, beaucoup plus globale. Vous avez une vision long terme. Un trade isolé parmi 1000 trades, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'opportunités. Et nous ne voulons pas nous noyer dans une goutte d'eau à court terme. Ce qui compte, c'est de nager jusqu'à la fin de ses jours dans cet océan d'opportunités. 95% des spéculateurs se noient dans une goutte d'eau, là où 5% nagent dans l'océan. Le plus gros problème des 95% de boursicoteurs perdants, c'est qu'ils attachent beaucoup trop d'importance et d'émotion à chaque trade. Ils surestiment le chaos du court terme et sous-estiment complètement leur vision à 1000 trades. C'est un réflexe humain qui est d'autant plus encouragé dans notre monde moderne de la gratification instantanée. La seule et unique façon d'anesthésier cette partie droite de notre cerveau, eh bien, c'est d'y enfoncer une barre de fer. Blague à part. Il faut juste placer des garde-fous dans tous les recoins de notre plan de trade. Je le répète souvent, un bon trader, ce n'est pas un trader capable de garder son sang-froid. C'est un trader capable de ne jamais y avoir recours. C'est-à-dire qu'un bon trader, c'est quelqu'un qui ne va jamais se mettre dans une situation où il va avoir tellement d'émotions fortes qu'il va devoir faire appel à son sang-froid. Un bon trader, c'est quelqu'un qui évite toutes ces situations où il y a des émotions fortes. Et du coup, il n'a pas besoin de faire appel à son sang-froid. D'ailleurs, même s'il a zéro sang-froid, peu importe. Il a mis des garde-fous pour ne pas y avoir recours. Donc, pour éviter ce genre de situation émotionnelle à forte intensité, où l'on est censé garder son sang-froid, il faut simplement ne pas s'y confronter. Alors, les garde-fous sont vitaux. Et voici donc les 5 qui, à mon sens, sont les plus importants. Le premier, c'est qu'il faut respecter le nombre de positions à risque en simultané. Et cela pour ne pas subir la peur de perdre. Si vous avez trop de positions à risque en simultané, vous allez commencer à être nerveux, vous allez avoir peur des montants que vous allez être potentiellement, qui peuvent potentiellement être perdants sur les marchés financiers. Le deuxième garde-fou, c'est respecter le pourcentage de risque par trade pour passer sereinement les mauvais cycles de marché. Les marchés ne payent pas tout le temps. Ce n'est pas tous les jours que vous allez gagner de l'argent, ce n'est pas toutes les semaines. Il y a des cycles. Pendant les mauvais cycles, il faut simplement garder son capital intact et rester frais émotionnellement pour ensuite sortir l'artillerie lourde pendant les bons cycles. Là, on va générer toute la rentabilité de notre portefeuille. Ensuite, troisième garde-fou, il faut respecter une sélection qualitative des opportunités. Et cela, c'est pour éviter de perdre inutilement son énergie en tirant sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, en faisant ça, vous allez vous diminuer émotionnellement, vous allez vraiment nourrir en frais de courtage votre courtier et vous allez tout simplement passer à côté de ce qui compte vraiment. En essayant de tirer sur tout ce qui bouge, au final, on passe à côté de tout. Ensuite, quatrième garde-fou, il faut accorder le minimum de temps possible à ses écrans et à l'actualité financière. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de rester frais mentalement et émotionnellement. Le plus vous avez de contact avec vos graphiques, vos écrans et l'actualité financière, le plus vous allez lier une forme de relation, de proximité. C'est comme une personne. Plus vous fréquentez une personne, plus potentiellement vous allez devenir ami avec cette personne et plus quand il va se passer quelque chose dans la vie de cette personne, ça va vous impacter émotionnellement. L'idée, c'est pareil vis-à-vis des marchés financiers, c'est de garder le maximum de distance possible pour éviter que quand il se passe quelque chose sur les marchés financiers, vous ayez un impact émotionnel. Et enfin, le dernier garde-fou, le cinquième, c'est mettre en place une routine simple et agréable que l'on peut maintenir à long terme. On est toujours dans cette partie du cerveau long terme.
On ne veut pas travailler comme des fous pendant 3 jours en tentant un all-in pour devenir riche. On veut simplement faire quelque chose qui soit très agréable tous les jours sur le long terme jusqu'à la fin de sa vie. Je vous le répète, on ne veut pas on veut pas faire partie des 95% de spéculateurs qui se noient dans une goutte d'eau. On veut faire partie de ces 5% qui nagent dans l'océan d'opportunités. Alors, tous ces garde-fous permettent aux traders rentables d'endormir artificiellement les stimulations court terme de son cerveau droit. Simplement parce qu'il n'y aura plus d'émotions qui seront générées grâce à ces garde-fous dans la partie court terme de notre vie. Et je rappelle qu'elles sont responsables de tous les malheurs des 95% de perdants en bourse. Les 5% qui gagnent concentrent leur attention uniquement sur leurs objectifs à long terme. À savoir valoriser une bonne exécution de leur routine sur 1000 trades afin d'obtenir un maximum de régularité dans leur performance et un minimum d'émotion. Alors maintenant on va passer un petit peu, je pense, au sujet qui vous intéresse plus, c'est-à-dire la technique, la stratégie pour s'exposer à ces fameux accidents positifs de richesse. Alors comment profiter des excès d'émotion du troupeau en bourse? C'est-à-dire qu'il y a le troupeau et il y a vous. Donc les contextes de trading les plus forts émotionnellement sont ceux des requêtes de marché. Sur les requêtes de marché, voilà, ça ressemble à ça. On a une petite pattern, ça casse, on prend la position et là, quand on surfe la tendance, cette tendance, elle est absolument explosive. On peut prendre 460% en l'espace de 30 jours, on peut prendre pratiquement 1000% en l'espace de 40 jours. Ça va très vite, ça va très fort. Les requêtes de marché sont vraiment les opportunités où les émotions sont anormalement élevées chez les participants. Et nous, on ne veut pas faire partie de ces participants qui avons des émotions élevées. On veut simplement, grâce à leur énergie et à leurs émotions qui sont irrationnelles, eh bien, surfer la tendance de leurs émotions, mais sans nous avoir les mêmes émotions qu'eux. C'est ce qu'on va voir, je vais vous expliquer comment ça marche maintenant. Donc les requêtes, pour en revenir aux requêtes, en l'espace de quelques séances, l'actif financier peut littéralement s'envoler et se caler en orbite. La hausse est tellement forte qu'elle n'est tout simplement pas soutenable à long terme. C'est-à-dire que là, ce genre de hausse très 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 forte, ça ne peut pas continuer pendant 10 mois, pendant 10 ans, pendant 100 ans. Ça dure juste quelques jours, quelques semaines, mais rarement plus longtemps. C'est un excès d'émotion à court terme, c'est un rush d'émotion. Donc c'est dans ce genre de situation que le troupeau est dans sa phase de gratification à court terme la plus forte. Vous voyez, pendant toute cette phase de hausse là. Chaque mouton blanc, donc on a le troupeau des moutons blancs et nous, vous allez voir qu'on est le mouton noir du troupeau. Donc chaque mouton blanc se concentre sur ses gains immédiats. Chaque mouton blanc se convainc que la hausse va continuer et lui payer sa nouvelle voiture ou une maison. Il surestime complètement les possibilités de cette opportunité sur le court terme. C'est-à-dire que là, il se dit, ok, là j'ai une bicyclette, là j'ai une voiture, là j'ai une maison, là j'ai un château et quand l'action elle a 830%, là quand elle aura doublé, triplé ou quadruplé, j'aurai un palais et j'aurai un jet. Pareil, là sur le Bitcoin, là je suis à 500%. Quand ça a doublé ou triplé ou quadruplé, j'aurai une bicyclette qui m'envoie sur la Lune. Donc ils sont en train d'accorder leurs rêves, leurs objectifs long terme sur un seul trade à court terme. Et comme je vous l'ai dit, un trade à court terme, c'est du chaos. Nous, on ne veut pas s'exposer au chaos du trade à court terme. Nous, on n'est pas là en train de se dire, ici, on a une bicyclette, ici, on a une maison, ici, on a un palais, et là, on aura un jet. Nous, on est simplement en train de se dire, c'est ce qu'on va voir quand on est le mouton noir du troupeau, eh bien, si j'investis, je cumule ce genre d'opportunités, je fais 1000 fois ce genre de trade, effectivement, là, je pourrais avoir une bicyclette, une voiture, une maison, etc., etc. Mais voilà, notre attention, elle est portée sur 1000 trades, donc sur l'exécution de 1000 trades de la bonne manière, plutôt que sur des espoirs de un seul trade. Et c'est vraiment ça, cette psychologie, ce mindset qui différencie les spéculateurs qui perdent en bourse des gagnants. 95% voient uniquement le gain à court terme et ce que ça peut leur rapporter immédiatement en termes de gratification immédiate dans leur vie. Ils ne se concentrent pas du tout sur l'exécution de 1000 trades, mais sur l'exécution de un seul trade. Du coup, ils sont complètement embarqués par leurs émotions et ils font n'importe quoi. On va passer donc maintenant à la vision du mouton noir, le trader. Mouton noir,
vous allez voir que lui, il joue, vous l'avez vu déjà, un autre jeu. Donc lui, il est pleinement conscient que cette opération à court terme a le potentiel de lui rapporter de l'argent. Mais c'est tout. Mais il n'apporte aucun intérêt à la quantité d'argent à court terme. Il joue sa partie et ses espoirs, donc c'est les mêmes espoirs, hein, s'acheter une nouvelle voiture, une maison, mais il le joue sur le long terme. Son but est de rester en vie suffisamment longtemps sur les marchés pour capturer, semaine après semaine, ces requêtes de marché. Le mouton noir, c'est qu'il peut tout se passer sur un trade à court terme. C'est ce qu'on appelle le chaos. Il y a une certaine forme de chaos sur les actions. Ce chaos, il peut très bien amener une action à faire 50%, 500%, 5000%, aussi bien que l'amener à faire moins 50% ou moins 100%. Afin d'éviter les conséquences du chaos à court terme, il a un plan de trade bien défini. Son objectif, c'est le long terme. Il sait qu'en prenant 1000 fois ce genre d'opportunité, il s'expose à l'asymétrie positive des requêtes de marché. Alors, je ne vais pas vous perdre, vous inquiétez pas, l'asymétrie positive, ça se résume en 2 phrases que je vais vous lire là. Une requête ne pourra jamais perdre plus de 100% de sa valeur. Par exemple, vous achetez une action ou une crypto 10. Si elle va à 0, ça y est, fin de la partie. Vous avez acheté la crypto à 10, elle est à 0, vous ne pouvez pas perdre plus de 100% de ce que vous avez investi. Bien sûr, on n'est pas des spéculateurs fous, on ne prend pas de l'effet de levier, on fait pas... Voilà, vous avez un capital sur votre compte de bourse. Si vous l'investissez sur une action, vous ne pourrez jamais perdre plus que ce que vous avez investi. L'action, elle ne peut pas aller en dessous de 0. Donc ça, c'est une première chose. Donc votre perte est bornée à l'investissement que vous avez fait. Par contre, cette action qui cote 10, elle peut coter 20, 50, 100, 500, 1000. Et vous voyez que là, on peut démultiplier positivement les gains. On ne peut pas perdre plus que ce qu'on a investi. Par contre, on peut démultiplier ce qu'on a investi. Et c'est là où il y a une asymétrie positive qui est absolument hors du commun grâce aux requêtes de marché. C'est que quand on parie 1, on ne peut pas perdre plus que 1. Mais par contre, ces 1 qui sont pariés peuvent se transformer en 2, en 5, en 10. Et c'est pour ça qu'il faut, à chaque fois que vous faites un trade, il faut que ce trade ait le potentiel de vous délivrer un multiple de votre pari. Donc vous mettez 1 sur la table, il faut que derrière, il y ait suffisamment de potentiel de hausse pour que ça se transforme en 2, en 3, en 5, en 10, en 50. Et quoi qu'il en soit, vous ne pourrez jamais perdre plus que la mise de votre pari initial qui est de 1. Donc tout ça, je vous l'explique. Alors je vous ai mis un lien dans cette vidéo. Je vous explique comment marchent les requêtes de marché. Donc je vous ai mis plein de cas pratiques sur des actions. Je vous ai mis aussi des vidéos. Il y a 6 vidéos qui vous expliquent le fonctionnement des requêtes de marché, comment on adapte ça aussi au marché des cryptos. Donc vraiment, allez voir sur le lien en descriptif de cette vidéo, cette page, vous allez apprendre énormément sur le fonctionnement des requêtes et comment les exploiter. Il y a aussi en ce moment une offre qui a lieu, donc si vous avez de la chance, elle s'affichera encore, si vous êtes assez rapide, elle s'affichera encore sur la page. Sinon, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur cette page, vous allez vraiment apprendre énormément de choses qui vont vous permettre de devenir le mouton noir alors que vous étiez le mouton blanc. Donc, pour profiter de ce comportement de requête, je vous rappelle que le mouton noir, il va concentrer tout son mindset, toute sa vision sur 1000 trades et non sur des espoirs de gain à un trade. Donc, pour en savoir plus sur le swing trading de requête de marché, je vous le rappelle, le lien est en descriptif de cette vidéo et on se retrouve juste derrière pour tous les cas pratiques, les explications, comment ça marche. Vous allez voir qu'on peut même trader des requêtes à la baisse, mais du coup on est beaucoup moins assujetti à ces asymétries positives dont je vous parlais juste avant.